tu mets ton micro. Oui. Yaorana, tout le monde. Hello. On attend quelques minutes, chère Mariana et monsieur Longrine. On attend que les députés arrivent et on démarre, hein. Une ou deux minutes encore. Merci de votre patience. Très bien, je vous propose de démarrer, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, madame la rapporteure n'est pas à mes côtés ce soir, elle est en duplex, elle aussi en visio. On disait, Mariana, que c'était de la provocation. Tu fais l'audition dehors, en terrasse, alors que nous, ici, il fait 5 degrés depuis ce matin, il fait froid et humide à Paris. Et toi, au Mhm. petit matin, tu es déjà sur ta terrasse. Voilà, en tous les Voulez-vous cas, pour faire profiter, justement. ravi de te voir à distance, madame la rapporteure. Donc, chers collègues, aujourd'hui, donc une visioconférence et une audition un peu décalée, encore une fois pour permettre à nos interlocuteurs en Polynésie de ne pas se lever aux aurores. Quelle heure il est, la Mariana? Il est 7 heures. 7 heures du matin. Bon. Cette audition va nous permettre d'entendre M. Yannick Logreen, président de l'association Tamari Moruroa. Monsieur Logreen, nous vous avions déjà entendu et entendu votre association au mois de mai dernier, car comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, notre nouvelle commission d'enquête souhaite auditionner les personnes et organisations déjà entendues pour la simple raison que nous avons beaucoup de nouveaux députés dans cette commission. Alors, je le rappelle pour tous, l'association Tamari Moruroa a été créée à la fin de l'année 2006. Et pour reprendre vos mots, Monsieur le Président, cette association souhaite avant tout dire une part de vérité et notamment réhabiliter l'image de tous ceux qui ont bossé sur les sites. Je vous cite, Monsieur le Président. Vous-même, ancien technicien du service des forages au commissariat à l'énergie atomique, le fameux CEA à Moruroa, vous trouvez notamment regrettable que les personnels civils et militaires aient parfois été injustement traités de complices de crimes. Je vous cite encore.
À l'époque, dites-vous en substance, tout le monde souhaitait profiter de la manne nucléaire et les ouvriers ne connaissaient guère alors les dangers des radiations. Nous souhaitons avant tout vous entendre sur les conditions de vie et de travail sur les sites des essais nucléaires polynésiens, une sorte de retour d'expérience en quelque sorte, un témoignage toujours précieux pour nous. Je voulais vous poser deux questions liminaires afin que le dialogue s'installe et ensuite répondre aux questions de Madame la rapporteure et des députés présents à cette audition. Tout d'abord, en premier lieu, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quel regard portez-vous sur l'actuel dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie, le régime instauré par la loi Morin de janvier 2010, y compris ses plus récentes avancées, si je me réfère au vote il y a quelques jours, d'un amendement au projet de loi de finances présenté par le gouvernement, vous semble-t-il perfectible? Et de l'affirmative sur quel point? Donc l'amélioration du dispositif de la loi Morin. Et en second lieu, vous qui militez depuis plusieurs années pour que les vétérans ayant travaillé sur les sites polynésiens bénéficient de la reconnaissance de la nation, comme c'est le cas d'ailleurs pour les vétérans des premiers essais nucléaires effectués dans le Sahara. Cette reconnaissance permettrait notamment une prise en charge des frais médicaux pour tous ceux qui ont travaillé à Moruroa et Fangatofa par l'État français et donc plus par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie. Pouvez-vous nous développer ce point et nous dire où en êtes-vous aujourd'hui de ce combat? Mais avant de vous donner la parole, et comme je le fais à chaque fois, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, car je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, Monsieur le Président, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci, monsieur. Alors voilà, je vous donne la parole. Je vous remercie d'avoir un propos liminaire, si vous voulez, 15-20 minutes, de répondre aux deux questions que je vous ai posées ou d'aborder tout point que vous souhaitez aborder. Et ensuite, je laisserai la parole à Madame la rapporteure, comme de coutume, pour la première question. Et ensuite, les députés qui sont présents à mes côtés à Paris, qui auront certainement également des questions à vous poser. Je vous donne la parole, monsieur Logrin. Je vous le souhaite très mal. Hein? Je n'ai pas très bien compris votre question là. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez pendant 15-20 minutes, présenter votre association, votre action, votre témoignage, votre combat, et ensuite nous vous poserons des questions. D'accord. Voilà, donc notre association a été créée au mois de mars 2006. On va dans notre 20e année. Et là, aujourd'hui, nous avons participé à toutes les réunions, aussi bien en Polynésie qu'en métropole. Nous avons été aussi membres du CESEC. Et notre association se bat pour une évolution de la loi Morin et surtout par le rajout de nouvelles maladies comment dirais-je, validées par le NSCA, hein, telles que vous avez la... Je tourne le papier. Donc, il y a 3 autres maladies qu'on voudrait voir ajoutées au niveau de la loi Moulin. Et ensuite, nous attendons surtout la réunion de la commission consultative qui ne se réunit pas depuis 2021, qui est important, cette réunion-là, qui a failli être radiée par l'État. Donc, notre association se bat également pour faire
qu'on ait une reconnaissance juste pour les vétérans ayant travaillé sur l'atoll de Mururoa, Fangatofa et Hau. Nous avons demandé le titre de reconnaissance de la nation parce que moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens de Polynésie qui ont demandé euh, le- la, la médaille de la défense, hein, qui n'a aucune valeur pour nous. Hein. C'est comme le disait dans son audition un des membres de la veine, hein, pour dire exactement ce qu'eux ils pensaient de cette médaille. C'est ce que nous pensons aussi. Donc, en plus, cette médaille, on nous l'accorde, mais c'est une médaille de la défense, non pas au niveau or, mais au niveau bronze, et avec des agrafes dessus, mais ça ne nous apporte rien. Tandis que le titre de reconnaissance de la nation peut nous apporter beaucoup de choses. Et c'est comme dans la loi Moulin, c'est une reconnaissance des essais nucléaires, d'indemnisation. Donc, nous attendons que les députés puissent faire modifier le décret, puisqu'il faut modifier le décret d'attribution du titre de reconnaissance de la nation, hein. Nous savons très bien comment est-ce qu'elle est attribuée, hein. Nous connaissons tous les textes. Ce qui est dommage, c'est que dans certains éléments que nous demandons au niveau de l'État, au niveau de certains députés lorsqu'ils demandent à l'Assemblée nationale, c'est l'évocation à chaque fois de l'article 40 de la Constitution. Voilà. Donc, c'est dommage que cet article 40 est manipulé pour ne pas faire évoluer certaines indemnisations et certains termes financiers au niveau de la loi Moulin, au niveau des indemnisations et tout. À cause de cet article 40, beaucoup de choses n'avancent pas. Voilà. Donc, nous nous battons aussi pour le rajout donc, des maladies. Nous nous battons pour que le CIVEN avance bien dans la recherche d'indemnisation des vétérans. Ensuite, ce que nous faisons aussi, c'est de participer. Nous avons rencontré en Polynésie française toutes les autorités qui viennent en Polynésie française, telles que le président du CIVEN que nous avons rencontré à sa dernière mission. Nous avons rencontré aussi les dirigeants du CEA. Nous avons rencontré les divers ministères de l'État qui viennent en Polynésie. Et nous avons rencontré aussi au niveau du Haut Commissariat afin de discuter avec eux de l'évolution de la loi Moulin, des indemnisations au niveau de la CPS, du paiement, du remboursement de la CPS. Et voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, quoi. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à votre demande et tout. Comme la communication est assez difficile là, on a des problèmes Internet en Polynésie, donc le réseau est faible. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu qu'il n'y a pas eu trop de coupures dans ce que je vous ai expliqué. Et donc Non, voilà. non, non, très bien, Monsieur le Président. Nous avons très bien capté, entendu vos propos. Donc, merci Je ne pour. vous entends pas du tout. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Là, oui. D'accord. Je disais que nous avions très bien entendu vos propos. C'était parfaitement clair pour nous. Eh, D'accord. est-ce que vous pouvez nous préciser combien d'adhérents à votre association? Combien d'adhérents avez-vous et quelle est aujourd'hui la demande principale de vos adhérents? Nous Vous- sommes 2000 personnes.
Et donc, la demande des adhérents, c'est de faire évoluer la loi Morin. C'est aussi qu'il y ait un représentant, un médecin polynésien qui peut parler en tahitien lorsqu'il revient des commissions en métropole, qui peut expliquer aux malades le pourquoi du comment ça a été rejeté et pourquoi ça a été accepté, mais il peut lui l'informer en tahitien parce que beaucoup de gens ne comprennent pas trop les termes. C'est ce que nous demandons depuis 20 ans. Nous demandons ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, rien n'a avancé. Il y a eu des semblants d'avancement, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse favorable à notre demande, sauf à la dernière commission consultative qu'il y a eu à Paris en 2021. Le président Edouard Fritsch, pour la première fois comme président de la Polynésie française, demande qu'il y ait un représentant médecin polynésien au sein du CIVEN. Donc, on ne demande pas ce représentant, ce médecin, sera là que pour traiter les dossiers des Polynésiens. Et lorsqu'il y a des dossiers polynésiens qui sont traités, il participera. Lorsque ce ne sont pas des dossiers polynésiens et tout, soit il va à la réunion ou pas du tout, mais nous, c'est surtout pour traiter les dossiers polynésiens. Donc, et puis, leur attente aussi, c'est le titre de reconnaissance de la nation, qu'on ait une reconnaissance vraiment forte de l'État, qui aujourd'hui ne nous reconnaît pas. Et des fois, on se demande si est-ce que nous sommes français à part entière ou entièrement à part. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire, parce que dans ce dossier-là, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais nous restons dans nos positions depuis 2006. Depuis 2006, si vous regardez tous les au niveau de la commission consultative, au niveau de nos courriers que nous avons adressés à plusieurs ministres ou aux divers présidents de la République depuis 20 ans, on reste toujours dans les mêmes positions et nous sommes contents que ça soit reprise par plusieurs députés, pas des députés soit polynésiens, soit métropolitains. Ce qui est dommage quand même, c'est que au départ, il y a 20 ans, même 15 ans de cela, pas beaucoup de députés polynésiens ou de sénateurs polynésiens nous ont aidés par rapport à nos demandes. Lorsqu'il y a eu la loi Morin, nous étions obligés de passer par le sénateur Lecléache pour que nos revendications soient intégrées dans la loi Morin. Et nous avons essayé de passer par nos sénateurs de l'époque et nos députés. Et nous ont envoyé paître sur. Ils ont dit non, ils ne nous connaissent pas, ils ne s'occupent pas de nous. Et voilà. Donc, on a subi tout ça. Hein. Aujourd'hui, je suis content qu'il y ait cette commission d'enquête qui a été mise en place. Nous sommes contents que nos sénateurs et nos députés polynésiens font front par rapport à ce dossier, qui est un dossier très important et tout, et que nous aussi, nous luttons, nous voulons faire avancer ce dossier, mais tant que la commission consultative de suivi des essais nucléaires ne se réunit pas, on n'avancera pas. Voilà, parce que cette commission consultative, c'est elle qui fait évoluer la loi Morin et c'est elle qui fait aussi modifier la liste des maladies. Donc, tant qu'elle ne se réunit pas, on ne pourra pas avancer dans ce dossier-là, sauf si vous, messieurs les députés, vous faites, vous essayez de faire passer des textes de loi ou des modifications sur certains décrets, sauf si l'État évoque
l'article 40 de la Constitution française, là, on va être bloqué. Hein, c'est ce qui a été bloquant jusqu'à aujourd'hui. C'est l'article 40 de la Constitution française qui bloque une grande partie de ce dossier. Moi, je le dis parce que moi, ça fait 20 ans que je traîne dans toutes les commissions et qu'on écrit à tous les députés. Et, et- et- et plusieurs députés, on a eu de la chance d'avoir une sénatrice. Le système bloquant dans dans ce domaine, c'est l'article 40 de la Constitution française. Voilà. Donc, nous, on se bat pour qu'on ait une juste indemnisation, qu'il y ait une reconnaissance, mais forte, de l'État français, très forte de l'État français, une reconnaissance, on ne veut pas une médaille en chocolat, nous voulons un titre de reconnaissance de la nation. À vous, messieurs les députés, d'effectuer les modifications des décrets, parce que jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi les gens qui ont travaillé sur le nucléaire en Algérie ont pu bénéficier de cette médaille, de ce titre de reconnaissance. Effectivement, on nous a expliqué qu'il fallait être en zone de conflit et tout, mais lorsqu'on était à Moruroa, pendant les essais nucléaires, était l'atoll le plus surveillé du monde entier et tout. Et il y avait même des sous-marins nucléaires qui traînaient dans les parages, il y avait des bateaux espions qui traînaient dans les parages. On était en guerre, mais c'était la guerre froide. Et donc, nous, on était sur un petit caillou avec la guerre froide qui se traitait aux alentours. Donc, voilà un peu, nous, ce que les gens de l'association Tamari Mourouloua souhaitent faire avancer, et ainsi que au niveau des maladies, au niveau des maladies transgénérationnelles aussi, parce que les maladies transgénérationnelles, il y a eu dernièrement, il n'y a pas longtemps, comment il s'appelle, le docteur Devater, qui a participé à je ne sais plus comment on appelle, mais pour pouvoir avoir des financements, pour pouvoir lancer cette enquête. Et on était plusieurs en Polynésie que le docteur Devater avait demandé si on pouvait l'aider aussi, et nous, on en faisait partie. Et donc, les maladies transgénérationnelles, on en parle, mais dès qu'il y a des gens qui veulent lancer des études pour savoir où est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va dans ce sens ou on n'y va pas, je suis désolé, mais le docteur Devater nous a envoyé un dernier mail il y a un mois et demi, en me disant que il arrête. Il arrête parce que son dossier de financement n'a pas été accepté, et donc c'est resté sur le côté. C'est un peu comme les études épidémiologiques qu'on demande depuis plusieurs années, parce que nous avons été la seule association à demander des études épidémiologiques. Je suis aussi pour demander des études épidémiologiques. Et ensuite, c'est Madame la députée Maïna Sage de l'époque qui a refait la demande parce que nous sommes intervenus auprès d'elle. Et donc, c'est comme ça que ça a été lancé, et c'est comme ça que l'INSERM aussi a lancé son étude bibliographique pour lancer cette étude épidémiologique. Mais comme nous ont dit les scientifiques de l'INSERM, c'est que ce dossier, ils font l'étude bibliographique, mais ils ne savent pas si cette étude épidémiologique va arriver au terme, va être faite ou pas du tout. Donc, lancer une étude bibliographique et s'arrêter là, ça ne sert à rien. Donc, comment on peut avancer dans ce dossier? Moi, je n'en sais rien parce que je ne fais pas les lois. Moi, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur. Nous, on est une association qui essayons de faire avancer les dossiers, qui essayons de participer aux réunions parce qu'on ne fait pas de blabla, hein, que ce soit, peu importe les gouvernements en place et tout.
Déjà, en Polynésie, lorsqu'on en demande des demandes de rendez-vous, aussi bien à nos députés, aussi bien à Monsieur le Président du territoire, on ne nous répond pas ou on nous laisse de côté. Donc, nous, on intervient autrement. On est peut-être, on n'est pas, on va pas sur Facebook balancer des tas d'histoires ou, je sais pas, sur les sites, sur les divers sites qu'il y a. Non, nous ne faisons pas ça. Nous écrivons donc à l'État et nous demandons que la commission consultative se réunisse rapidement. Et ça, nous l'avons demandé déjà au ministre de la Santé, Vautrin, et nous n'avons pas eu de réponse. L'année dernière, on nous a dit qu'on allait se réunir au mois d'avril, mais on ne s'est pas réunis. Nous avons écrit des courriers communs avec l'AVEN, Moruroa Tato et nous-mêmes pour que cette commission se réunisse. Ah, mais nos demandes sont restées à la porte. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, messieurs les députés? Je n'en sais rien. C'est à vous à nous dire. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès des ministres en charge de la commission consultative afin que cette réunion, cette commission se réunisse? Non pas en visio, parce qu'en visio, quand il y a beaucoup de monde, on a fait l'expérience d'une commission en visio, c'est une catastrophe. Donc, nous, c'est des réunions qu'on demande, la commission consultative, de se faire en présentiel et non pas en visio. Donc, parce que quand c'est en présentiel, on a les ministres qui sont en face de nous, on a pratiquement tout le gouvernement de l'État français qui sont autour de la table et on peut discuter et on peut dire ce qu'on en pense et on a des réponses rapidement et c'est mis en place très rapidement. À la dernière réunion de 2021, c'est nous qui avons proposé à la ministre de la Santé l'augmentation des 2 maladies qui ont été ajoutées donc à la liste des maladies de la loi Morin. Ça a été rajouté. Ensuite, ce n'est pas 2 maladies qu'on avait demandé, on avait demandé 4 maladies à rajouter. Mais on nous a dit on rajoute ces 2 maladies et les 2 autres, on en discutera à la prochaine commission consultative. Mais cette commission consultative depuis 2021 ne s'est pas réunie. Donc, on n'a pas avancé dans ce dossier. Et donc, nous, on a l'impression que l'État fait en sorte que cette commission ne se réunisse pas. Nous, c'est l'impression qu'on a. Depuis notre petit caillou ici en Polynésie, à 14 000 km, on ne voit pas ce qui se passe à Paris, où on entend par nos collègues des diverses associations ce qu'ils en pensent et tout. Donc, hein, si vous pouvez faire en sorte que cette commission consultative puisse se réunir et qu'elle respecte en plus les textes qui sont qui régissent la commission consultative, elle doit se réunir au minimum 2 fois par an, au minimum. Et elle se ne réunit jamais. C'est ce qui s'est passé depuis la mise en place de cette commission. Je pense, ça va faire bientôt 15 ans ou 18 ans que cette commission a été mise en place. Depuis la mise en place de cette commission, je crois qu'on a dû se réunir 10 fois en 20 ans. Alors, 10 fois en 20 ans, alors qu'on devait se réunir 40 fois, on s'est réunis que 10 fois. Encore, je pense que c'était moins. Mais je ne m'en souviens plus trop bien ça fait combien de fois qu'on s'est réunis, mais on ne s'est pas réunis souvent. On ne s'est pas réunis souvent, mais grâce à cette réunion, grâce à cette commission, on a fait évoluer la loi Morin, on a fait évoluer les maladies et hein, on a parlé, c'est à cette réunion aussi consultative que ça a été parlé, la suppression du risque négligeable, mais ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a dit à tous les députés, mais moi, j'ai été arrêté par mes
mes collègues associatifs, parce que j'ai envoyé des mails à tous les députés avant la réunion de l'Assemblée nationale, et ils me disaient, il faut que tu arrêtes parce qu'on ne va pas supprimer le risque négligeable. J'ai dit oui, mais on va se faire avoir. Et c'est ce qui s'est passé, puisque on a supprimé le risque négligeable, on a remplacé ça par une commission, la commission Eron, et ensuite, c'est comme disait, je crois que c'est Birakem, ou bien je ne me rappelle plus quel président de la République, qui disait que dès qu'il y a un problème, on crée une commission et le problème va être peut-être résolu ou pas. Mais c'est cette commission qui va s'en occuper. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau de la suppression du risque négligeable. Ensuite, on a rajouté un millisievert, mais là, un millisievert, comme on l'a dit à l'INSEM, lorsque j'ai été reçu par les scientifiques de l'INSEM pour parler de la bibliographie des essais nucléaires, l'étude épidémiologique, ils m'ont dit qu'ils ne savent pas, parce que moi j'ai demandé, en dessous du millisievert, quels sont les risques? Ils ne savent pas du tout et qu'il n'y a aucun scientifique qui peut dire aujourd'hui s'il y a des risques ou pas. Ensuite, ce que je peux dire, ce millisievert qui a été rajouté, c'est pas, comme tout le monde le dit, c'est pas l'Anna Tétonu qui a rajouté et tout, c'est le CIVEN qui a pondu un texte et qui a été inclus dans la loi EROM. En plus, ce millisievert qui a été rajouté, c'est pour les travailleurs du nucléaire et les travailleurs du nucléaire en situation normale dans des usines nucléaires, dans des lieux où on utilise le nucléaire, mais pas comme nous en Polynésie, c'est des bombes nucléaires qui ont explosé. C'est pas, on n'était pas dans un domaine renfermé, dans un local fermé et tout. Et c'est là où nous, on ne comprend pas pourquoi ça a été rajouté, mais on nous a dit que c'est par rapport au texte de loi en métropole, par rapport au Code du travail et par rapport au Code de la santé. Et effectivement, quand vous allez dans le Code du travail ou le Code de la santé, c'est effectivement marqué, mais c'est pour les travailleurs du nucléaire en situation normale. Nous, en Polynésie, on n'était pas dans une situation normale, on était dans une situation où ce sont des bombes atomiques qui ont explosé. Aussi bien que ça soit au niveau aérien qu'au niveau souterrain. Moi, je n'ai pas fait partie, je n'ai pas assisté à l'étude aérienne, mais tous les collègues qui ont assisté m'en ont parlé, comment ça se passait. Mais j'ai assisté surtout à pratiquement tous les tirs souterrains qui ont été faits sur l'atoll de Moruroa, puisque je travaillais au forage du CEA, où on faisait les puits avant tir et les puits après tir. Et là aussi, il y a eu aussi des problèmes. D'ailleurs, ça a été relaté par un des gars que vous avez interviewé. Effectivement, il y a eu des problèmes aussi. Il y a eu des échappements de gaz toxiques. Mais comme en forage, lorsqu'il y a ces gaz qui sortent, on a un système de blocage des canalisations qui diminue, qui ferme la canalisation et qui diminue donc l'évacuation de ce gaz dans la nature. Mais avant que ça, on appelle ça un blackout, mais avant que lui, il se met en place et tout et qui coupe le tube de forage, il y a quand même du gaz qui est sorti. Il y a eu des gens de certaines entreprises, soit de la Cogema ou de la Soletanche, qui ont été rapatriés sur Jean-Prince et sur la métropole dû à une contamination au niveau de ces gaz. Donc, nous avons travaillé là-bas. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'ai même plongé dans le lagon pour mettre des pompes en place après
l'été, parce que ça faisait partie de mon travail. On mettait les pompes à l'intérieur du lagon pour pouvoir amener de l'eau de mer, pour pouvoir faire les forages. Donc, ça, effectivement, beaucoup de gens ne le disent pas, beaucoup de gens n'en parlent pas. Nous, à l'époque, on ne pouvait pas trop en parler parce qu'on était tenu au secret, au confidentiel défense, et donc on ne pouvait pas le dire. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde en parle, même devant vous, messieurs les députés, puisque la commission d'enquête, on est obligé de dire toute la vérité et rien que la vérité par rapport à ce qu'on a vu, à ce qui s'est passé. Donc, voilà, moi, je vous dis ce qui s'est passé exactement. Très bien. Moi-même, j'ai eu mes. Au niveau radiologique, j'ai chopé une dose. J'ai chopé une dose alors que je ne le savais pas pendant que je travaillais sur place à Morulo. Je n'ai pas été informé que j'avais chopé une dose. C'est quand j'ai demandé les résultats de ma dosimétrie sur Morulo lorsque j'ai travaillé, et la dosimétrie a dit que à telle date, j'ai chopé une dose de temps, je ne me rappelle pas de combien, mais j'ai chopé une dose. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à tout ça et par rapport à ce que nous, l'association Tamari Mouloua, nous voulons faire avancer le dossier, nous voulons faire avancer tout ça, parce que beaucoup de gens ne veulent pas se mettre devant, et c'est pour ça que au niveau de l'association, je suis président depuis 20 ans. Et donc, depuis 20 ans, je veux laisser ma place à quelqu'un d'autre, mais personne ne veut prendre la place parce qu'ils me disent, il n'y a que toi qui connais bien les choses, il n'y a que toi qui peux mieux nous défendre, et il n'y a que toi qui peux faire avancer les choses pour nous. Donc, on te fait confiance et il faut que tu termines ton travail. Et Très moi, bien. je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse avancer dans ce métier et qu'on puisse vraiment. Et moi, je compte sur vous, messieurs les députés. Je compte sur vous, sur cette commission Eh bien, justement, d'enquête qui a été mise en place. on va laisser la Oui. parole si vous voulez bien. Merci beaucoup, Président, pour votre témoignage. Eh bien justement, vous interpellez les députés. Ils sont nombreux dans cette salle ici à Paris, plus de 10 députés pour vous écouter, hommes et femmes d'ailleurs, parce que vous dites messieurs les députés, mais il y a aussi des dames, messieurs et mesdames les députés. Donc très nombreux dans cette salle qui auront certainement des questions à vous poser. D'ailleurs, je dis aux uns et aux autres de s'inscrire si vous voulez bien poser une question, puisque je vais d'abord laisser la parole à Mariana Red Arbelot, notre rapporteur, pour la première question. Et je voulais vous préciser, Président, tout de suite, et aussi à mes collègues députés, que nous auditionnerons la semaine prochaine l'INSERM. Donc, vous voyez, donc, par rapport à ce que vous nous dites, eh bien, nous pourrons trouver écho à ce que vous nous posez comme question, puisque dès la semaine prochaine, nous auditionnerons l'INSERM et que nous auditionnerons également la ministre de la Santé, puisque vous l'avez aussi directement interpellée sur notamment la commission consultative qui ne s'est pas réunie comme elle aurait dû l'être. Eh bien, nous l'auditionnerons aussi au mois d'avril, voyez-vous. Donc voilà. Alors, Mariana, Madame la rapporteure, si vous voulez bien poser la première question, s'il vous plaît. Et ensuite, les collègues députés ici dans la salle. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Yorana, Monsieur Le Green, merci pour la description des revendications, des préconisations de l'association Tamari Mouroua. Ma question, vous avez donc bien développé tous les aspects sanitaires. Ma question va être sur la compétence de la santé en 1977 qui a été donc, on le dit, donnée à la Polynésie. Donc, vous avez parlé de l'indemnisation de la CPS aussi. J'aurais voulu que vous en parliez plus précisément et cette fameuse compétence de la santé quand vous avez parlé du traitement des personnels sur site en cas d'accident. Comment cela se passait? Est-ce que c'était pris en charge par la CPS ou est-ce que c'était une procédure plutôt militaire? Est-ce que vous pouvez nous parler de cela, s'il vous plaît? Maruru. Bon, je n'ai pas très bien compris ta question, mais j'ai compris un petit peu.
Donc, tu parlais par rapport à la santé, par rapport donc à la CPS. Effectivement, au niveau santé, lorsqu'on était sur site, nous, au niveau du CEA, pendant les essais aériens, souterrains, puisque j'y étais présent, au niveau de la santé, on était contrôlé régulièrement, on nous faisait des analyses régulièrement et même le laboratoire et le service de médecine du CEA et les laboratoires du CEA d'épidémiologique et de biologie ont fait aussi certaines études sur la population des travailleurs de Moruroa. C'est ce qu'on m'a dit. Et ça, peut-être que vous pourriez le demander au CEA ou au service de la médecine du travail du CEA. Effectivement, j'ai parlé aussi par rapport au remboursement de la CPS. Effectivement, nous souhaitons que la CPS soit remboursée par rapport à ce qu'elle a avancé. Et de plus, par rapport à ce problème-là au niveau de la CPS, moi, j'aimerais bien que vous, messieurs les députés, vous vous attelez à un autre problème au niveau du remboursement de la CPS, parce qu'au début de la mise en place du CIVEN, au début des études, donc des indemnisations, toutes les personnes de Polynésie qui ont été indemnisées, je pense qu'il doit y en avoir une quinzaine, donc l'indemnisation se faisait de la façon suivante. C'est-à-dire que sur leur indemnisation, on retirait la quote-part de la CPS et on reversait le reste à la personne qui est indemnisée. Donc, on s'est battu pour ça lors de 2 ou 3 commissions consultatives. Moi, je me suis battu pour ça parce que j'ai dit que c'était, excusez-moi du terme que je veux dire, j'ai dit en commission consultative, mais c'est vraiment dégueulasse ce que vous faites par rapport à ces gens qui sont indemnisés. Et donc, imaginons qu'ils touchent 10 000 euros, hein, je vous donne un exemple, 10 000 euros, et que la CPS, pour les droits de la CPS, le remboursement de la CPS, c'est 9 999 euros. Donc, ce qui reste à la personne indemnisée de l'époque, il lui reste 1 euro et les yeux pour pleurer. Et à ces gens-là, j'aimerais bien que vous, monsieur le député, vous vérifiez ces dits et que les personnes qui ont été indemnisées de cette façon-là puissent toucher la quote-part qui a été attribuée à la CPS et que cette quote-part ne doit pas être prise dans l'indemnisation des personnes qui sont indemnisées, comme ça le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci aujourd'hui, mais au départ, c'était comme ça. Et lorsque j'ai posé la question, on m'a sorti un texte, un code social, code de la santé et tout était inscrit dedans. Mais comme j'ai posé la question, mais ce code social et ce code de la santé est-il applicable en Polynésie? Puisque nous avons la CPS qui a son code à lui. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au début du CIVEN. Et ensuite, lorsque la CPS avait mis l'État au tribunal, et c'est à partir de ce moment-là que les remboursements de la CPS ont été arrêtés. Parce que sinon, ça aurait continué de cette méthode-là, qui est une méthode pas très orthodoxe, hein, parce que on vous donne une indemnisation, si cette indemnisation, on vous retire une grosse quote-part pour rembourser la CPS. Donc, si vous pouvez voir aussi ce dossier-là, parce que beaucoup de personnes de mon association s'inquiètent par rapport à cela, mais c'est à peu près une quinzaine de personnes, voire peut-être un maximum de 20 personnes. Je n'ai pas les dossiers et tout. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Donc, voilà un peu, j'espère. Mais Rihanna, est-ce que vous voulez J'espère que j'ai répondu à ta rebondir? question totale, Mariana. Mais excuse-moi, mais comme au niveau Internet,
ma connexion est faible et puis j'ai eu un souci d'Internet dernièrement où on a eu des éclairs ici sur la presqu'île. Non, pour nous, Voilà. c'est très clair, Monsieur Mais Logreen. Rassurez-vous, c'est très clair, on vous entend très bien. Mais Rihanna, est-ce que vous voulez rebondir sur les propos de Monsieur Logreen et après je passe aux questions ici à Paris? oui, rapidement, merci Monsieur le Président. Juste, c'était pour clarifier un petit peu nos propos, notre échange avec Monsieur Logreen. Il a parlé donc d'un contentieux effectivement sur quelques dossiers d'indemnisation de victimes des essais nucléaires sur une quinzaine de personnes, mais tout le reste s'est fait de façon, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça normal, mais la totalité de l'indemnisation décidée par le CIVEN a été donc attribuée ensuite à la victime elle-même. Mais tout ce qui est la prise en charge des maladies, des victimes reconnues et de tous les malades dont les maladies sont inscrites sur la liste sont prises en charge par la CPS. C'est l'équivalent de la sécurité sociale polynésienne, donc financée par les cotisations des Polynésiens. Je voulais le spécifier pour nos collègues députés hexagonaux. Voilà. Je laisse la parole maintenant. Merci. Merci pour cette précision. Alors, Dominique Voynet, député du Doubs, a une question Est-ce que je pour peux vous. ajouter? Ouais, attends, on va d'abord peut-être répondre à la question. Je laisse poser Madame Voynet a une question pour vous. Vous nous entendez, Monsieur le Président? Ah, on vous entend plus. Le micro? C'est le micro chez nous? Euh, oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Très bien. Donc, Madame Voynet a une question pour vous, député du Doubs. Chers collègues, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de Tamarii Moruroa, j'aurais voulu vous poser 2 questions et demie. La première concerne l'existence de plusieurs associations de personnes impliquées et de victimes. Est-ce que, avec Moruroa et Tatou, avec 193 et donc l'association du frère Maxime, quelles sont les différences que vous avez? Est-ce que vous intervenez sur des territoires différents? Est-ce que vous intervenez sur des populations différentes, plutôt des professionnels que des populations civiles? Ce serait intéressant pour nous de comprendre où sont les divergences, s'il y en a, et où sont les convergences si vous luttez ensemble. Ma deuxième question concerne la CPS. Quels sont les critères de prise en charge des pathologies présentées par les Polynésiens et qui peuvent être rattachées aux essais nucléaires? Est-ce que ces critères reprennent la liste des pathologies reconnues dans le cadre de la loi Morin ou pas? Et s'il y a des différences, où? Et vous avez signalé qu'il y avait 2 maladies qui n'avaient pas été ajoutées à la liste des pathologies reconnues, faute de réunion de la commission consultative de suivi. Quelles sont ces pathologies? Ça nous intéresse aussi. Puis dernier point, est-ce que vous travaillez avec le ministre de la Santé du pays, avec M. Mercadal? Est-ce qu'il partage vos préoccupations? Est-ce qu'il relaie vos demandes auprès de la CPS? Qu'en est-il exactement? Voilà, Monsieur le Président, si vous pouvez formuler des réponses assez courtes, s'il vous plaît, puisqu'il y a d'autres questions Donc, derrière. madame, Donc, aux 3 questions posées par Madame Voynet, aux 4 questions même. Pardon. oui, mais je n'ai pas bien compris les 2 dernières questions, là, les 3 dernières questions, mais je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Donc, à la première question de Madame Moinet, c'est au niveau des associations et tout. Comment est-ce que nous, on défend un certain nombre d'autres des personnes différentes? Non, pas du tout. La seule différence qu'il y a, nous défendons les mêmes sujets que les autres associations en Polynésie. La seule différence qu'il y a entre nous et certaines associations, c'est que les autres associations en Polynésie aujourd'hui, il y en a 3 qui sont reconnues. Donc, il y a 193 et l'association Moruroa et Tato.
effectivement, j'ai essayé de me rapprocher avec eux pour travailler sur certains dossiers, pour faire avancer des dossiers, en leur disant que si on se met tous d'accord sur des points bien précis, on va pouvoir faire avancer les choses, mais ça n'a jamais été accepté. Ensuite, eux, ils sont un peu plus politiques et antinucléaires, tandis que nous ne sommes pas une association antinucléaire, nous ne sommes pas une association antinucléaire, nous sommes une association qui défend les intérêts des Polynésiens, ainsi que ceux qui ont travaillé sur l'atoll de Molulua et Fongatofa, ainsi que sur les atolls périphériques, ainsi que la population de la Polynésie française. On travaille sur les mêmes types de personnes. On n'est pas indifférent par rapport à tout ça, puisque quand on va à la commission consultative, elle traite des dossiers et tout, mais la seule différence qu'il y a, c'est que les autres associations sont plutôt, ils sont rapprochés vis-à-vis de l'Église protestante. Les dernières discussions que j'ai eues avec certains membres de l'Église protestante, ils m'ont dit que Molulua et Tato, c'est à eux. Et ensuite, 193, c'est plutôt des catholiques, que des... Et nous, on est complètement indépendants, aussi bien religieusement, aussi bien de notre travail, ce qui nous permet, les gens de n'importe quel bord, que ça soit de droite, de gauche et tout, et que ça soit soit qu'on ait un président indépendantiste, un président de droite, de gauche et tout en Polynésie, nous, ça ne nous dérange pas de travailler avec eux. Mais le seul problème, c'est que certains ont des idées politiques, certains ont des idées antinucléaires, et tout ça, à mon avis, ça ne peut pas faire avancer les dossiers. Parce que les dossiers, il faut discuter avec l'État français pour faire avancer ce dossier du nucléaire. Si on part chacun dans notre sens, on n'arrivera pas à régler ce problème-là, surtout en Polynésie, puisque, comme le pose si bien Mme Moinet, elle ne comprend pas si nous, on s'occupe d'une partie de la population, on s'occupe uniquement... Non, pas du tout. On s'occupe de toute la Polynésie française. On s'occupe, bien sûr, on s'occupe des vétérans ayant travaillé sur l'atoll de Molulua, à qui on demande que leur soit attribué le TLN. On s'occupe, par exemple, je vais vous dire une chose. Si le centre médical de suivi en Polynésie française a été mis en place, c'est grâce à Tamari Molulua qui est intervenu auprès du président et du ministre de la Santé de l'époque. Le président était M. Gaston Tongson, afin qu'il fasse signer ce document à M. le haut-commissaire, et parce qu'on était la veille d'un putsch, et c'est comme ça qu'ensuite, le lendemain, mais comme ça a été signé par le président Tongson, qui était toujours en fonction, et le lendemain à l'Assemblée, tout le monde a appuyé sur le bouton, et le président, il y a eu une motion de censure au gouvernement, et le gouvernement a sauté. Et ça a été remplacé par M. Oscar Temalu, qui est devenu président à l'époque. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, lorsque le ministre de l'Outre-mer est venu en Polynésie lors de sa visite, il est venu, normalement, il devait inaugurer le centre médical de suivi, mais jusqu'à présent, ce centre médical de suivi n'a jamais été inauguré par aucune autorité, que ce soit territoriale ou que ce soit métropolitaine. Aucune. Mais c'est nous qui sommes intervenus auprès de Tongson. Et il y avait aussi à l'époque une convention qui devait être signée pour la CPS, mais là encore, les directeurs de la CPS, les directeurs généraux et les membres du conseil d'administration de la CPS de l'époque n'ont pas signé cette convention, alors que s'ils avaient signé cette convention, cette convention, elle disait la même chose que ce qu'a dit Monsieur le Président de la République lors de la table ronde
qui s'est passé en 2021, en juin 2021. Donc, le président de la République, si vous prenez la convention qui a été signée, qui devait être signée entre l'ACPS et l'État français, dedans, il est bien inscrit que cette convention, l'État remboursera au franc le franc tous les dossiers qui seront validés par le CIVEN. Et qu'est-ce qu'il a dit le président lors de la table ronde? Je ne sais pas ce qui était. Il a dit la même chose, que l'État n'est pas contre le remboursement de la CPS, mais il paiera au franc le franc sur tous les dossiers qui seront validés par le CIVEN. Voilà. Et on a perdu, puisque si on regarde les conventions, elles devaient être signées en 2007, 2006, 2007, 2008 peut-être, et bien on a perdu 20 ans. Voilà. On a perdu 20 ans sur les remboursements de la CPS. Est-ce que vous pouvez répondre aux autres questions, s'il vous plaît, monsieur Logreen? Il y en avait 3 autres de la part de Madame Voynet, sur les critères, sur les 2 maladies induites. Me reposer ces 2 questions, parce que j'avais pas. Il y a eu des coupures dans Internet à ces moments-là. Elle va le faire rapidement. Encore une fois, essayer d'apporter des réponses assez concises, monsieur Logreen. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous avez à peine ébauché une réponse à ma 2e question, qui concernait les critères de prise en charge par la CPS des pathologies de la liste Morin. Et puis une autre question qui concerne quelles sont les 2 pathologies qui n'ont pas été retenues par la commission consultative de suivi que vous avez citées tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a 2 maladies qui n'ont pas été retenues. Quelles sont-elles? Et puis, dernière question qui concernait les relations avec le pays. Est-ce que le ministre de la Santé du pays est informé de vos revendications et est-ce qu'il les porte avec vous? Merci. 3 questions, monsieur Logreen. Allez-y. Bon, je vais répondre déjà par rapport aux maladies. Effectivement, les maladies qui sont ajoutées au niveau de la loi Morin, ce sont des maladies qui ont été validées par l'UNSCA et qui ont été validées par des scientifiques. C'est ce qui est prévu dans le texte de la loi Morin. Et effectivement, nous avons demandé à rajouter, mais aujourd'hui, il y a d'autres maladies qui sont venues se rajouter. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ajoute le pancréas, le pharynx, la prostate précoce et sans oublier des maladies du muscle cardiaque. Voilà les 1, 2, 3, 4 maladies qu'on demande à ce que ça soit rajouté. Mais les 2 maladies dont je parlais tout à l'heure, c'était le pancréas et le pharynx, qui n'a pas été rajouté, alors que nous avions demandé en 2021 à ce que ça soit rajouté. Mais ces 2 maladies n'ont pas été rajoutées, et c'est ces 2 maladies qu'on nous a dit à la prochaine réunion de la commission consultative, on va en discuter. Mais là, aujourd'hui, la prostate précoce vient se rajouter, et ainsi que les maladies du muscle cardiaque. Voilà. Donc, c'est 2 autres maladies qui vont se rajouter, mais qu'il faut qu'on en discute à la commission consultative. Sinon, au niveau de la CPS, par rapport à toutes les maladies que la CPS demande le remboursement, effectivement, ils demandent le remboursement de toutes les maladies, mais il y a des maladies qui ne sont pas dues au nucléaire. Donc, tout ça a été rajouté aussi dans le document que la CPS a présenté. Est-ce que lorsque j'étais au CESEC, nous avons reçu là-bas l'ancien directeur général de la CPS, monsieur, qui a été ministre aussi en Polynésie de l'économie. Je ne me rappelle plus son prénom et son nom, mais lui, lorsqu'il est venu au CESEC, qu'il est venu nous expliquer par rapport au dossier de la CPS et au remboursement de la CPS pour les maladies radio-induites, il nous a expliqué que ce n'est pas 100 milliards que l'État devrait à la CPS, mais on tournerait plutôt dans les alentours de 35-40 milliards. Alors, comme je dis, j'ai pas du tout compris tout cela, parce que tout le monde disait que c'était 100 milliards, et lui, qui a travaillé sur ce dossier-là,
C'est lui qui a préparé le dossier au niveau de la CPS pour les maladies radio-induites. Et donc, si on fait la différence entre 100 milliards et 35 milliards, il y a une très, très grosse différence et tout. Maintenant, je ne sais pas du tout où ça en est, ce dossier par rapport à l'État. Et est-ce que ça a avancé ou pas? Mais chaque fois qu'on rencontre des autorités, on en parle. On en parle, on en discute et tout. Bon, ils nous disent que le dossier avance, mais dans quel sens, on ne sait pas. Voilà. Et sinon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions de Mme Voynet. Il y avait une question sur vos relations. Il y avait une question, Président, sur vos relations avec la ministre de la Santé du pays. Est-ce que la vous avez ministre de la Santé du territoire polynésien? Est-ce que vous avez des relations avec elle? Est-ce qu'elle porte vos revendications? Vous demandez Mme Voynet. Bon, on les rencontre, on les a rencontrés et tout, mais ce dossier-là, au niveau du nucléaire, le seul endroit, ce n'est pas en Polynésie, même les ministres polynésiens ou quoi que ce soit ne peuvent pas faire avancer ce dossier. C'est la commission consultative qui peut faire avancer, c'est tout, ça s'arrête là. Même en Polynésie, au niveau du COSEN, ils ont créé le COSEN, mais le COSEN, d'abord, il y avait les associations qui participaient, et ensuite, on a supprimé les associations, on n'a nommé que des gens du territoire qui sont dans ce comité et tout. Mais même nous, lorsqu'on était membre du COSEN, tout ce qui s'est décidé au COSEN en Polynésie n'avait aucune valeur. La seule commission qui a valeur de droit et de décision, c'est la commission consultative. Et c'est pour ça qu'on le demande à ce qu'elle se réunisse. Mais qu'elle se réunisse vraiment, normalement, dans des bonnes conditions, et non pas comme ça se fait actuellement. On ne sait pas quand est-ce qu'elle se réunit. Est-ce que cette année, elle va se réunir, l'année prochaine, l'autre année, dans 2 ans, dans 3 ans? On ne sait pas. Et je comprends très bien ensuite pourquoi l'Assemblée nationale ou le Sénat veulent supprimer cette commission, parce qu'elle ne se réunit pas. Et pour que cette commission ne soit pas mise au rebut, c'est nous, Tamari Moruroa, ce n'est pas les autres associations qui sont intervenues auprès des sénateurs. Nous sommes intervenus en Polynésie et nous sommes intervenus auprès de Madame la sénatrice Lana Tetonui, qui a ensuite, nous avons envoyé plusieurs courriers à plusieurs sénateurs et députés en métropole, et certains députés en métropole et certains sénateurs en métropole ont pris le relais. Et ce n'est qu'après que les autres associations ont vu que c'était important et tout. Et nous, on ne veut pas que cette commission soit réunie, parce que c'est la plus importante des commissions où nous, les associations, on nous écoute. Et on peut discuter et faire avancer le dossier. Très bien. Comme par exemple les maladies, c'est les associations qui ont posé la question, qui ont demandé le rajout. Excusez-moi de parler un peu, de ne pas faire des trucs comme vous m'avez demandé, concis là. Ça, je ne sais pas trop le faire. Et donc, j'ai tendance à bien développer au niveau du sujet et des questions qu'on me pose. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci, Monsieur Longrin. J'ai répondu à Mme Voynet par rapport à tout ça. Oui. Bien, je passe la parole maintenant à un autre député, à Monsieur Jean-Paul Lecoq, qui est député de Seine-Maritime. Il vous pose sa question. Oui. Bonjour, Président. On s'est déjà parlé lors de la précédente audition. Moi, j'aurais voulu déjà vous dire que si le groupe auquel j'appartiens avec Mereana a réactivé, c'est-à-dire a utilisé son pouvoir de commission d'enquête, c'est 1 par an. Et si on l'a utilisé pour travailler sur le sujet des victimes des essais nucléaires, c'est justement parce qu'on pense qu'il ne faut pas vous laisser tomber et qu'il faut un peu bousculer les choses pour que le temps qui passe s'arrête, parce que derrière, ce sont des gens qui ne seront pas indemnisés. Et je pense que
notre président de commission d'enquête entend les messages et qu'on saura dire, voire même exiger peut-être en tant que commission d'enquête, que la commission se réunisse, que les choses soient potentiellement élaborées, qu'il y ait au moins une commission qui puisse rendre des comptes à la nation sur son travail ou son non-travail. Et qu'en tout cas, je pense que la ministre de la Santé sera auditionnée par notre commission d'enquête pour aussi, à son niveau, rendre des comptes sur la non-réunion de cette commission. Ensuite, vous avez parlé du docteur Desmater, je crois, de nom. Moi, je ne comprends pas pourquoi... Enfin, je comprends, mais est-ce qu'il y a... Comment pourrions-nous faire pour ne pas qu'il jette l'éponge sur le travail qu'il considérait essentiel à faire sur les maladies transgénérationnelles? Je pense qu'il y a peut-être que là-dessus aussi, on peut interpeller, aider en ce qui concerne les différents groupes qui composent notre commission d'enquête pour qu'il en soit ainsi. Et je termine sur la question du médecin qui parle tahitien. Vous avez bien réussi à former des médecins en Polynésie. Et comment se fait-il que l'on n'arrive pas à avoir un médecin ou un interne ou enfin quelqu'un qui s'il n'est pas dans cet ensemble qui travaille mais qui pourrait venir assister quand il y a besoin. Je suis surpris que ça ne se soit pas réglé encore, ces questions-là. Peut-être vous avez des réponses, mais si vous ne les avez pas, vous inquiétez pas, parce qu'on saura auditionner aussi d'autres personnes qui peut-être les auront. Donc, je vous en voudrais pas, monsieur, sur ces questions-là, et je vous invite à continuer votre travail militant pour défendre les gens. Bien, Président, c'était plus des remarques et des observations de la part de notre collègue Jean-Paul Lecoq, mais vous avez peut-être envie de réagir. Je peux lui répondre, Monsieur le Président? Je vous en prie, allez-y. Et moi, je précise pour vous et pour Jean-Paul Lecoq et pour tous nos collègues, encore une fois, que nous auditionnerons Florent Devater de l'INSERM la semaine prochaine, ici même. C'est ce que j'allais dire. Pour pouvoir faire avancer le dossier, il faut l'auditionner à M. Devater pour le rencontrer et tout. Et par contre, effectivement, ce que disait M. Lecoq, je remercie Méléana Red Arbelot, Madame la députée, d'avoir réactivé cette commission d'enquête, hein, parce que pour nous, elle est importante aussi. Elle est importante et tout, pour avancer dans ce dossier qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années, et même plus de 30 ans qu'on essaye de faire avancer les choses. Pour le médecin polynésien, on le demande depuis 20 ans qu'il y ait un médecin polynésien. Et nous avons même trouvé le médecin. C'est M. Charles Tetaria, qui a été responsable de l'unité de donneurs de sang à l'hôpital de Maman et qui était aussi qui a mis en place la banque ADN et où on l'a rencontré à plusieurs reprises. Je lui ai demandé s'il était d'accord de participer. Mais là, le médecin polynésien qu'on demande, il ne peut pas venir intégrer comme ça le CIVEN. Il faut qu'il y ait une modification du texte afin qu'on ajoute qu'un médecin polynésien soit intégré au sein du CIVEN. Donc, tout ça, je pense, c'est plus du travail de l'Assemblée nationale, des députés. Et nous, on compte sur vous, hein, messieurs les députés, hein, peu importe de quel groupe vous êtes, nous, on compte sur vous pour pouvoir faire avancer ce dossier. Et voilà. Alors, j'espère que je vous ai répondu, monsieur Lecoq. Oui, il dit oui. Merci. Monsieur Le Green, je vous rappelle qu'il y a aussi des mesdames députées. Vous dites à chaque fois messieurs les députés. Il y a aussi des dames. Ah, monsieur, mesdames aussi. Excusez-moi. Merci. Justement, je passe la parole à une dame députée, Sandrine Rousseau, députée de Paris, qui a une question pour vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les présidents. Moi, j'avais plusieurs questions parce que vous réduisez, d'après ce que j'ai compris, mais peut-être ai-je mal compris, vous réduisez vos revendications au cas reconnu
par CIVEN, c'est-à-dire vous voulez élargir les cas reconnus par CIVEN, par le CIVEN, etc. La question que je me pose, c'est avez-vous des revendications sur le suivi médical de toute la population polynésienne? Et avez-vous, au-delà de ce que vous nous avez décrit comme participation aux commissions dont j'entends qu'elles sont imparfaites, pas forcément convoquées, etc. Avez-vous des discussions pour essayer de faire non seulement ce suivi systématique, mais d'avoir un protocole permettant de faire en sorte que la détection, la prévention soit gratuite pour l'ensemble de la population potentiellement concernée par ces essais? Il y a 2 questions. Président Logreen, si vous voulez bien y répondre. Oui, d'accord. Merci, Madame la députée, hein. Donc, au niveau du suivi médical en Polynésie par rapport aux maladies radio-induites, donc nous avons le centre médical de suivi qui exerce très très bien son métier et son travail par rapport à la population, parce qu'ils se rendent dans pratiquement plusieurs atolls de la Polynésie qui a été touché par les retombées des essais nucléaires. Et ensuite, ils rencontrent cette population de Polynésie française avec qui ils discutent et ils les expliquent aussi comment remplir leur dossier d'indemnisation. Donc, par rapport à cela, on est assez bien servi. La seule chose aujourd'hui, quand même, au niveau de la Polynésie, c'est que quand il y avait les essais nucléaires, il y avait pratiquement un médecin militaire dans toutes les îles et atolls de la Polynésie, ou sinon les atolls étaient visités très régulièrement par les médecins qui étaient des médecins militaires. Mais bon, un médecin militaire ou un médecin civil, comme ils ont signé le serment d'Hippocrate, et donc, ils sont là pour soigner les malades. Ils ne sont pas que des gens militaires, ils sont là aussi pour soigner les malades. Donc, pour moi, je pense que là, le suivi médical est assez bien fait par rapport à cela, hein. Je rencontre très régulièrement les médecins de suivi au niveau, ceux qui sont médecins dans le suivi médical. Et dans ce centre de visite médicale, je les rencontre assez souvent, on en discute et tout. Mais il y a quand même, il y avait une commission d'évaluation du centre médical de suivi qui se réunissait aussi régulièrement 1 à 2 fois par an. Et cette commission, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ne se réunit plus. Donc, on a essayé de le relancer parce que ça nous permet de bien connaître au niveau du centre médical de suivi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, où est-ce qu'ils en sont et tout. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça. Par contre, je voudrais dire une chose qui serait peut-être intéressant dans votre travail d'enquête, c'est que avant les essais nucléaires, l'armée et le CEA, je pense, ont fait une étude sur le T0 des populations avoisinant les sites. Et ces documents, ils sont stockés avec la médecin qui s'occupe des sites nucléaires. Bon, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était l'ancien médecin qui s'occupait donc du suivi des essais nucléaires. J'ai oublié son nom, qui est parti à la retraite. Et c'est lui qui m'avait fait voir, pas tous les documents. Il m'avait dit, écoute, nous, avant les essais, on a fait un T0 des maladies de la population autour des sites nucléaires. Et effectivement, ce T0, à l'époque, en 1966, en 1960 peut-être, ou 56 qu'ils ont fait, quand ils ont fait ce T0, effectivement, les populations dans ces atolls étaient minimes à l'époque. Donc, je pense que vous pourriez avoir ces documents si vous le demandez. C'est des documents, je pense, qui peuvent être déclassifiés, parce que je ne sais pas s'ils étaient classifiés,
Mais c'est ce que m'avait dit le médecin de suivi, parce que j'avais été à Arcueil, où ils ont le truc où tous les dossiers des gens ayant travaillé à Mourouroua sont stockés. Donc, les archives à Arcueil. Je suis allé là-bas et c'est là-bas qui m'a dit, écoute, on a fait le T0, voilà tous les dossiers qui ont été même numérisés. Il m'a parlé d'une grande partie des dossiers qui ont été numérisés et tout. Je pense que ce travail a évolué aujourd'hui, mais ça serait intéressant d'avoir ces documents-là ou de faire déclassifier ces documents afin que l'on puisse connaître quel était le T0 de cette population-là. Voilà. Très bien. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? A priori, non. Donc, je vais laisser, comme à chaque fois, effectivement, la parole à Madame la rapporteure, Mariana, à la fois pour conclure ou peut-être rebondir sur les propos qui ont été tenus par le président Logreen. Mariana, Madame la rapporteure. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Logreen, lors de votre précédente audition, vous avez déclaré l'État a initié la dépollution de l'atoll de Hao, qui se poursuit encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'atoll a été correctement dépollué. Le 9 mars 2024, avec M. Teyefitou, nous nous sommes rendus à Mourouroua, moi-même, avec M. Teyefitou. J'ai demandé à visiter le site dit du Banc Colette, où se sont effectués les tirs de sécurité. Docteur Jaladi, je pense que c'est à elle que vous faisiez référence tout à l'heure, qui a remplacé le docteur Poirier. Oui, Docteur oui, Jaladi vous nous a voyez. indiqué, Docteur Jaladi nous a indiqué que cela n'était pas possible pour deux raisons. Le caractère interdit par des infractions proliférantes y persister et le caractère dangereux pour notre santé dû à un rayonnement persistant à cet endroit. Dr Jaladi a rajouté que la rétrocession des deux atolls, comme prévu initialement, ne pourra se faire dû à la présence de plutonium notamment et l'impossibilité de le retirer. Alors, pensez-vous que la situation actuelle des pollutions est suffisante et satisfaisante? Je n'ai pas entendu la fin de ta question, Mériana. Oui, alors je répète la question. Pour l'atoll de Hoh, vous avez qualifié la dépollution correctement effectuée. Est-ce que, comment considérez-vous l'état de dépollution des atolls de Mururoa et de Fangataufa? Merci, Mériana. Effectivement, j'avais dit que l'atoll de Moruroa a été bien nettoyé au niveau de la pollution nucléaire. Le Banc Collecte, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'approcher aussi près du Banc Collecte ainsi que des puits de stockage qui sont juste à côté. Je pense que tu as dû les voir. Et ensuite, il y a un mur. Et derrière le mur, il y a le Banc Collecte. Mais ce Banc Collecte, ce qu'il faut savoir, a été dépollué à une certaine période. Je pense que ça devait être en 87 ou 88, où on a même fait venir, ils ont même fait faire par Caterpillar des engins spéciaux pour gratter la zone du Banc Collecte. Et ensuite, tout ce qu'ils ont récupéré du Banc Collecte a été stocké dans les puits de stockage. Hein, je ne sais pas si c'est PS1 ou PS2 ou PS3, hein, mais ces puits de stockage, moi j'y ai travaillé sur ces puits de stockage. Hein, PS1, PS2, PS3, ils descendent il y en a un, il est à 1100 mètres de profondeur. Et donc, ils ont nettoyé là et on a mis dans le puits de stockage les éléments qui ont été nettoyés sur cette zone-là. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas s'approcher complètement. Mais effectivement, ils ne veulent pas qu'on aille sur le Banc Collecte, peut-être parce que
À côté, il y a aussi le plutonium qui ne peut pas toucher, parce que le plutonium, vaut mieux qu'il reste là où il est dans la mer, que si on doit le toucher, on a un risque de l'éparpiller un peu partout. C'est ce qu'on nous a dit, c'est les scientifiques. C'est pour ça que je dis que effectivement, que l'atoll a été dépollué, mais il reste encore des pollutions à effectuer, effectivement. Mais la plupart des zones où la population peut y aller aujourd'hui, les gens qui y habitent, et où les invités peuvent s'y rendre, tout ça, aujourd'hui, autrefois, on ne pouvait pas s'y rendre. Il fallait rentrer dans ces zones en combinaison et en tenue spéciale, spécifique, en zone contaminée, parce que toute cette zone était contaminée. Pour Ho, effectivement, Ho, la dépollution a été faite. Le seul problème au niveau de Ho, moi je dirais, c'est la terre qu'on a stockée à Ho. Ils auraient dû ne pas le stocker à Ho pour faire la dépollution. Ils auraient dû l'amener soit sur Moruroa et faire de la dépollution sur Moruroa et non pas le faire sur l'atoll de Ho. Et sur l'atoll de Ho, il y a un autre problème au niveau de la pollution, c'est surtout le plutonium qui est là où ils nettoyaient les avions vautours à l'époque, en fin de la piste d'aviation de Ho. Donc, mais sinon, tout le reste a été dépollué, a été bien dépollué, puisque si on regarde au début, lorsque l'État a commencé la dépollution, là, il y avait beaucoup de choses, mais ce n'était pas trop la faute de l'État. C'est le maire de l'époque qui avait demandé à garder tout le matériel et tous les hangars. Parce que l'État était prêt à tout casser, comme ils l'ont fait sur l'atoll de Moruroa. Puisque sur l'atoll de Moruroa, on a cassé quand même des gros bâtiments qui venaient d'être faits, tels que les cuisines centrales. Il y a un tas de choses qui a été vraiment... quand tu vas sur l'atoll de Moruroa, tu vois plus de bâtiments, à part les bâtiments ainsi que la restauration qu'il y a pour les gens qui habitent, qui restent sur l'atoll pour la surveillance. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Meliana. Merci, Monsieur Logreen. Oui, merci. Juste une dernière question, si Monsieur le Président me le permet, mais ça sera plus un regard, on va dire, global, un regard que toi, en tant que Polynésien, tu as sur la période pré-CEP, la période du CEP, en fait, toutes ces dernières 60 dernières années sur ton pays, la Polynésie, quel regard portes-tu sur les conséquences, on ne parle pas que de sanitaire, mais sur les conséquences sur la société polynésienne et sur la Polynésie? En quelques Ouais, mots. merci. Ouais, merci Meliana. En quelques mots, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer. Effectivement, en Polynésie, il y a eu plusieurs périodes, hein. Il y a la période phosphate. Ensuite, après, il y a la période tournage du film de la Bounty. Après, les gens étaient habitués à toucher des salaires. Donc, il y a eu les essais nucléaires. Ils sont tous partis. Makati a fermé et le tournage de la Bounty se terminait. Ça a occupé beaucoup de personnes et ils allaient se trouver son travail. Et il y avait les essais, il y avait Muru qui s'ouvrait. Et donc, les gens sont partis là-bas parce que ils étaient habitués à l'emploi salarié. Ils n'étaient plus habitués à faire, à aller planter, faire de l'agriculture. Mais effectivement, au niveau de l'évolution de la Polynésie, bon, je ne sais pas si les gens vont me suivre, mais ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est mon avis à moi, en tant que Polynésien, habitant la Polynésie et tout, étant né en Polynésie, je vais quand même sur mes 69 ans, et je peux en parler. Donc, ça, l'évolution qu'il y a eu en Polynésie à cause des essais nucléaires a été fulgurante, puisque on est passé de rien du tout à la télé, à avoir un pôle, et ensuite aujourd'hui, on a Internet qui commence à se mettre un peu partout. On a des aéroports qui ont été faits. Effectivement, ensuite, au niveau social et tout, ça c'est au niveau économique. L'économie du territoire a quand même beaucoup évolué
évolué. Bon, aujourd'hui, et puis beaucoup d'argent a été mis en place par l'État, mais je pense que le souci qu'il y a eu quand l'État a mis ces grosses sommes, c'est que nos présidents de l'époque et tout, nos politiques de l'époque n'ont pas su économiser cette manne, mais investir dans, dans des éléments qui peuvent faire évoluer au niveau de la population. Au niveau social, aujourd'hui, il y a l'AIS, il y a un tas de choses en Polynésie et tout. C'est un problème récurrent, c'est un problème qui touche toute notre population en Polynésie française. Au niveau médical, on a quand même évolué, puisque si on regarde en 1966, la durée de vie d'un Polynésien était à 65 ans, je crois, ou 66 ans. Aujourd'hui, on est à 75, 78 ans et tout. Donc, on est mieux soigné. On a un hôpital qui aujourd'hui est devenu un peu petit. Et on a le centre d'oncologie qui est en train de se mettre en place avec l'aide de l'État, l'aide du territoire et tout. Et il y a beaucoup d'évolution au niveau de tout ça. Donc, voilà un peu mon regard que j'ai et tout. Et puis, on a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans des métiers tels que les métiers informatiques, les métiers d'avenir de la Polynésie. Et puis aujourd'hui, on a des câbles Internet, mais des fois, ça marche comme ça peut. Comme aujourd'hui et tout, on a des difficultés de discuter ensemble parce que la bande passante est faible et tout. Donc, voilà un peu ce que je vois. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais dire, que si on dit que la Polynésie est complètement polluée, complètement... il faut dire aux touristes de ne plus venir en Polynésie parce qu'ils risquent d'être malades. Donc, ça, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, hein, j'ai déjà dit, si on continue dans cette peur de faire peur aux gens, hein, nous, Polynésiens, s'il y avait quelque chose de très, très grave, je dis bien très, très grave, on ne serait pas là en train de discuter ensemble, Méliana. On sera tous, je ne sais pas où, mais on ne serait pas là en train de discuter. Mais il ne faut pas trop, je ne sais pas comment on peut dire, au niveau des maladies radio-induites, des essais nucléaires, que ça a pollué partout et tout. On risque de faire peur à nos touristes, mais je suis tout à fait d'accord que ce problème, il faut le régler, mais il faut le régler avec l'État français dans les discussions. Et comme tu le fais très bien, avec la commission d'enquête que tu as remis en place, et que nous, Tamari Moruroa, on te remercie beaucoup, mais beaucoup, parce qu'on peut en parler, on peut dire, et on espère que vous allez arriver à faire le rapport pour le mois de juin. On espère que le président de la République n'appuiera pas sur le bouton pour encore faire sauter l'Assemblée nationale. On espère que ce dossier va aller jusqu'au bout. Et félicitations à toi, Myriam, ainsi qu'aux autres députés, hein, à tous les députés qui font partie de la commission, à messieurs et mesdames les députés de cette commission. Nous, on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup et tout, d'avoir accepté que cette commission se remette en place et d'avoir soutenu Mariana Arbelot pour faire avancer ça. Voilà. Bon, excusez-moi, j'étais peut-être un peu long. Hein. Non, merci, Monsieur le Président. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris ce temps ce matin de bonne heure pour communiquer avec nous. Normalement, nous ne sommes pas... Enfin, le Président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, il ne peut le faire qu'une fois par an. Donc, normalement, nous avons devant nous au moins 6 mois. Et Madame la rapporteure a d'ailleurs prévu de rendre son rapport aux alentours de mi-juin, voyez-vous. Donc, cette fois-ci, nous avons bien la ferme intention d'aller jusqu'au bout et nous tiendrons compte de vos recommandations
d'aujourd'hui. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez des éléments supplémentaires, à nous les faire parvenir, notamment répondre aux questionnaires que je crois nous vous avons Je vous transmis. entends. Chers collègues, demain nous avons 2 auditions, une à 15h30 avec des universitaires, des spécialistes du programme nucléaire de Sciences Po, M. Benoît Pelopidas et M. Thomas Fraise. Et ensuite, une autre audition de M. Hervé Lallemand, qui est professeur de droit, chercheur associé à l'Université de la Polynésie française et qui va justement nous éclairer également sur le nucléaire en Polynésie. Voilà. Donc à demain. Bonne journée à vous deux. Madame la rapporteure, bonne journée. On vous voit sur votre terrasse là. Profitez bien. Et donc pour nous c'est la nuit, c'est le début de soirée. Et il fait froid, effectivement. Il est 19h30. À demain. Merci. Merci à tous. Bonne À soirée. demain. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Maruru, Au revoir. et bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci à vous. Recording stopped.